Bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous de l'information dont voici les titres. 27 mars, journée mondiale du théâtre. À l'occasion, le ministre en charge de la culture a adressé un message aux acteurs béninois du théâtre. Il les a rassurés de l'enseignement, de l'engagement plutôt du gouvernement béninois à œuvrer pour le rayonnement du domaine théâtral au-delà de nos frontières. Vous suivrez la substance de son message dans ce journal. Vous le savez, désormais, une lutte implacable est engagée contre la cybercriminalité au Bénin. Différentes rencontres entre autorités à divers niveaux et chefs traditionnels se sont enchaînées. Mais que pensent nos concitoyens de cette lutte contre la cybercriminalité? Vous suivrez leur avis dans ce journal. Jour 3 de la présidentielle en Égypte, ce mercredi, les Égyptiens se sont rendus aux urnes pour la troisième et dernière journée du scrutin. Ils ont le choix entre deux candidats, dont le président sortant Abdel Fattah al-Sisi, grandissime favori. Le principal enjeu de cette élection reste le taux de participation. Voilà, madame, monsieur, pour le sommet de cette édition. Le développement, c'est maintenant. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Vous le savez, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du Bénin a suspendu sa motion de grève et donc l'on devrait s'attendre à la reprise des activités académiques du côté du campus d'Abomey-Calavi. Hélas, les portes des amphithéâtres sont encore fermées. Le campus universitaire d'Abomey-Calavi toujours presque désert et les activités académiques bloquées. Et c'est du moins le constat fait ce 27 mars par Horacia Djodji, dont je vous invite à suivre le compte rendu. Campus presque désert, amphithéâtre vide ou fermé, c'est l'image que présente actuellement l'université d'Abomey-Calavi. Les rares étudiants rencontrés sur les lieux y sont soit pour réviser les cours, soit pour des exposés. C'est pour la préparation d'un exposé sur eau, hygiène et assainissement. Les enseignants, après une assemblée générale tenue la semaine écoulée, ont émis le vœu de suspendre la motion de grève. Une suspension qui ne semble pas encore effective. La dame a donné ses accords. Il n'y a pas eu des écrits. Donc l'assemblée générale a recommandé le vendredi dernier que les points sur lesquels se sont entendus, que ces points-là soient transcrits et signés par les deux parties. Pour qu'on se sente clair, et là on peut donner un moratoire de 3 mois, bien de 2 mois. Mais il faut qu'il y ait par exemple, il y a des preuves écrites pour qu'on sente que la dame ministre, elle a promis telle chose, et sur tel point, dans un délai raisonnable de 3 mois, qu'elle pourra satisfaire. Mais actuellement, les cours n'ont pas repris. On n'a pas levé la motion parce que la motion était déjà déposée depuis le mercredi. Donc si on suspend par exemple les mouvements comme ça, c'est comme si nous ne sommes pas conséquents. Donc, les secrétaires généraux sont toujours en pourparlers. Pendant ce temps, la préoccupation majeure des étudiants à la quête du savoir reste la reprise des cours. On fait à peine 6 heures de cours par semaine. Et avec ça, on ne pourra pas finir les matières. Aussi, ça amène l'étudiant à une paresse, à une grande paresse. Parce qu'on dit, on vient au cours le lundi. Le mardi, on est à la maison. Mercredi, jeudi, vendredi, on est à la maison. On doit revenir samedi. Ça ne nous motive pas à venir travailler. C'est désolant de voir cette situation planer sur le campus, puisque nous qui sommes étudiants, nous sommes vraiment frappés par la grève des étudiants, d'une part, et puis la grève aussi des enseignants. Pour la grève des enseignants, on ne peut rien faire, puisque ça concerne uniquement les enseignants et puis le pouvoir public. Du côté des étudiants, nous demandons de bien vouloir nous aider aussi, nous sommes étudiants, à pouvoir faire suivre les cours. Selon les enseignants, la résorption de cette crise dépend du ministre de l'Enseignement supérieur. Ce 27 mars rimait avec la journée mondiale du théâtre et ce fut alors une occasion pour le ministre Oswald Omeki, en charge de la culture, de délivrer un message à l'endroit des acteurs du théâtre du Bénin. L'occasion lui était également propice pour dévoiler le contenu de la prochaine édition du FUTEB, plus grand rendez-vous annuel du théâtre au Bénin. Laurent Roland, Tonné Ikes et Romaric Devauchy.
En prélude à la journée mondiale du théâtre, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports était face à la presse pour délivrer un message à l'endroit des acteurs du théâtre béninois. Le 27 mars, chaque année, commémore la journée mondiale du théâtre. Je voudrais, en ce jour de célébration du théâtre, formuler à l'endroit de tous les acteurs du théâtre béninois mes bons voeux de succès et renouveler l'engagement du gouvernement de notre pays, le Bénin, à œuvrer pour faire en sorte que le théâtre béninois retrouve ses lettres de noblesse. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les metteurs en scène, tous les comédiens, tous les dramaturges, tous ceux qui travaillent devant et derrière la scène, et aussi tous les producteurs de spectacles pour les efforts qu'ils ont consentis pendant plusieurs années pour que vive le théâtre béninois. Je voudrais les rassurer de l'engagement du gouvernement et du chef de l'État à faire en sorte que par le théâtre béninois, notre pays puisse se révéler au continent africain et à la communauté internationale. Il a par ailleurs profité de cette occasion pour présenter la nouvelle ossature du plus grand rendez-vous de théâtre du Bénin, le FITEB. La 14e édition du FITEB se tiendra cette année du 16 au 24 novembre et sera constituée de 10 productions béninoises et 10 productions étrangères projetées dans 6 villes du Bénin, à savoir les chefs-lieux des anciens départements. Les 10 productions béninoises seront, selon ce que nous avons prévu en tout cas, composées de 5 productions particulières qui seront faites dédiées au FITEB et 5 productions sélectionnées parmi les dossiers qui ont été déposés parmi les postulants. Les 10 productions étrangères seront sélectionnées dans la panoplie de productions que nous avons reçues. Je voudrais dire que nous en avons autour de 100 ou 120, ou même plus. Cette édition du FITEB, dénommée FITEB du nouveau départ, va rompre avec les carences du passé. Un village du FITEB sera installé par ville. Les autres volets de la culture béninoise seront mis en valeur autour de ces villages. Le budget prévisionnel du FITEB nouveau départ tourne autour de 300 millions de francs CFA. Oswald Omeki a rassuré par rapport à la gestion rationnelle de ces fonds, de sorte qu'un point soit fait à la fin du festival. Éric Hector Rouquet, directeur général du FITEB, quant à lui, est revenu sur d'autres informations clés, notamment le thème. Théâtre et engagement civique et social pour un développement durable. Pourquoi ce thème? C'est l'observation des 2 dernières décennies qui nous l'a inspiré. Bien évidemment, le théâtre reste un art très fort où la tragédie, les spectacles de haute facture sont célébrés. Et le FITEB, qui est le plus grand théâtre d'Afrique et du monde, reste dans sa tradition à les accueillir. De son intervention, on retient que l'édition 2018 du FITEB connaîtra la participation d'environ 300 festivaliers et une estimation de plus d'1 million de spectateurs. Ce grand rendez-vous du théâtre sera marqué par la rencontre des directeurs et programmateurs de théâtre et une formation régionale sur le journalisme culturel. Autre registre, c'est une véritable croisade que lance l'État béninois contre les crimes et rituels de sang humain. Le phénomène, vous le savez, a pris une ampleur inquiétude ces dernières semaines au Bénin. Pour le combattre, autorités politiques, judiciaires et même religieuses unissent leurs forces. Elles ont affiché ce mardi leur engagement en la matière. Fréjus Serroulan, Fréjus Fursi. Face à l'ampleur des crimes crapuleux attribués aux cybercriminels au Bénin, les autorités politico-judiciaires et religieuses unissent leurs forces. Ils ont affiché leur unité à la faveur d'une rencontre ce mardi, 27 mars 2018, dans les tours administratives. Sur toute l'étendue du territoire, tous les individus soupçonnés et dénoncés au service de police ont été appréhendés pour les nécessités de l'enquête. Plusieurs perquisitions sont menées, des objets aussi bien dans le cadre de la cybercriminalité que des 10 crimes rituels ont été saisis. Les opérations se poursuivent et de façon inlassable, nous sommes engagés à décourager les auteurs des phénomènes décriés.
Les différents auteurs, présumés auteurs et complices seront traduits devant les tribunaux afin que les décisions conséquentes puissent être prises, a martelé le procureur général près de la cour d'appel de Cotonou. Il en sera de même pour les internautes qui partagent les images macabres. Après avoir sollicité la collaboration des chefs traditionnels, têtes couronnées et autorités religieuses, le ministre de l'Intérieur a affiché la fermeté du gouvernement. Et de la même façon, telle que nous punissons, qu'on recherche les cybercriminels, les faux féticheurs, on va les poursuivre jusque dans leur couvent. Et je vous promets qu'on va brûler ces fétiches-là. Un fétiche qui demande du sang ne mérite que le feu. Et cela va se passer. Et rien n'arrivera dans ce pays. Un obstacle ne nous arrêtera. Allez voir 1000 Kinési. Allez voir 600 000 Kinési. On les prendra. Quant au garde des Sceaux, il a fait savoir que l'État est la protection de chaque citoyen, quelle que soit sa culture et sa foi, et a demandé aux citoyens de faire confiance à la police républicaine dans cette lutte qui sera sans complaisance. Il n'y a pas de crainte à avoir que les autorités compétentes, que les services compétents ne puissent agir là où il le faut et ne puissent agir contre les personnes suspectées, reconnues coupables éventuellement, quel que puisse être leur statut social et quel que puisse être le mobile. Toutes les autorités présentes ont invité les populations à ne jamais céder à la psychose et à être des partenaires efficaces et dynamiques pour faire disparaître à jamais les crimes crapuleux. Des numéros sont mis à disposition pour la cause. Toute personne qui constaterait des cas d'enlèvement ou toute activité criminelle que ces personnes appellent le numéro 166, des équipes sont montées pour répondre promptement sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons également activé un numéro WhatsApp, le 64 00 46 46. Ce numéro qui est juste pour le WhatsApp. Le 166 pour les appels et le 64 00 46 46 pour les SMS via WhatsApp pour dénoncer toute activité criminelle et toute personne suspecte. Justement, l'opinion publique pointe du doigt les personnes que l'on désigne de Gaïman qui prennent d'assaut les cybercafés sur le territoire national. Ils sont les auteurs de la cybercriminalité. Maintenant qu'une lutte policière est déclenchée contre la cybercriminalité, quel est l'avis des citoyens à ce propos? Samson Oké a recueilli les avis. Suivez plutôt. Au plan sémantique, on ne peut pas concilier le libéralisme et... Je ne peux que donner l'impression de satisfaction totale à cette opération, puisque la cybercriminalité a pris de nos jours vraiment de l'ampleur. Et si j'ai bonne mémoire, le phénomène Gaïman a commencé dans notre société depuis 5 ans environ. Et on en parle, mais aucune initiative n'était prise dans ce sens. C'est comme si c'était un fait normal, quoi, ce qui est vraiment regrettable. Mais c'est tout récemment, lorsqu'on a commencé à entendre par-ci, par-là, des crimes odieux, malheureusement à l'encontre de petits enfants, que certainement les autorités ont voulu prendre les taureaux par les cornes en engageant cette lutte. Déjà, elle a commencé par produire de fruits. Je ne peux qu'encourager et exhorter les autorités à aller jusqu'au bout. Cette lutte, elle est salutaire. Moi, je l'apprécie. J'apprécie la décision prise parce que aujourd'hui, nous ne voulons plus manger à la sueur de nos fronts. On se dit qu'il faut profiter et comment dirais-je, prendre les biens d'autrui par le biais de cybercriminalité. Ce n'est pas bien, se lance dans des mauvaises habitudes de tuer les gens et utiliser des fétiches et avoir de la richesse à tout coup
tout bien rapidement et ne pas prendre le temps de réfléchir, travailler, manger à la sueur de nos fronts. Ce n'est pas du tout bon. Moi j'apprécie ça et que si la lutte peut être et continuer et pérenniser, ce serait du tout sincèrement une bonne chose et que moi, du coup, je suis content. La vie humaine, elle est sacrée et on doit la sauvegarder à tout prix. Maintenant, au-delà de ça, il s'agit également de la réputation du pays qui est en jeu. Vous voyez, ce n'est pas bien qu'à l'extérieur, le Bénin soit perçu comme un pays où, pour diverses raisons, que ce soit politique, sociale, économique, financière, que des jeunes ou d'autres personnes s'adonnent à des crimes crapuleux, que d'autres ont appelé des crimes rituels, pour atteindre leurs objectifs, parfois égoïstes. Donc il faudrait donc encourager l'État à poursuivre cette lutte-là, de sorte à ce qu'on puisse éradiquer progressivement non seulement ce phénomène, mais également assainir le milieu des Bokonon ou des Hounon. Puisque c'est pour la plupart des jeunes qui ont été pris, c'est dans le rang des gardiens de nos traditions qu'ils retrouvent leurs complices. Je ne peux que remercier le gouvernement du président Talon qui a pris les choses en main et qui a pris les mesures adéquates quand même pour lutter contre ce crime qui est en train d'aviler, de détruire moralement la population béninoise. Sainte, on parle religion. Dans la matinée de ce mercredi, il s'est déroulé la messe chrismale dans l'archidiocèse de Cotonou. Cette messe a réuni tous les prêtres du diocèse autour de leur évêque, Monseigneur Roger Ngweji, à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Deux temps forts au cours de cette messe, le renouvellement par les prêtres de leurs promesses sacerdotales et la bénédiction des huiles des sacrements. Antoinette Sagbo pour le reportage. En 40 jours, les fidèles de l'Église catholique roumaine sont en carême, et ce, pour préparer, vivre et célébrer le plus grand mystère de leur foi, la passion, mort et résurrection de Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'un des événements qui marque cette solennité est la messe chrismale, une célébration au cours de laquelle les prêtres réitèrent leurs promesses sacerdotales et leurs engagements à obéir à l'ordinaire du lieu. La seconde nature est la consécration du Saint-Crème, de la bénédiction de l'huile des catéchumènes et celle des malades. Chers confrères prêtres, c'est le renouvellement de votre oui que l'évêque honore en vous confiant telle ou telle mission pour le bien du peuple de Dieu. Au moment des obédiences, souvenez-vous toujours de votre oui, dites au Seigneur, les mains entre celles de l'évêque. Dans la liturgie de ce jour, je bénirai les huiles et consacrerai aussi le crème. Les huiles serviront à l'onction des catéchumènes, au réconfort des malades et le Saint-Crème à l'administration des sacrements de la terre, de la confirmation et de l'ordination. Le Saint-Crème sera également utilisé pour la consécration des autels et des églises. Invite d'ailleurs les prêtres à vivre leur sacerdoce à travers l'évangélisation du peuple de Dieu. L'aujourd'hui de Dieu, c'est le fait que nous puissions, par la prédication que nous assurons, redonner vie et espoir aux pauvres et aux désespérés, libérer ceux qui sont captifs, faire en sorte que la parole de Dieu dont nous sommes porteurs soit bonne nouvelle, un lieu d'espérance et de vie pour ceux qui ont perdu la joie et le goût de vivre. Oui, c'est du relèvement de l'homme, assuré par la force de la prédication, que nous devons nous réjouir. Oui, chers confrères dans le sacerdoce, comment ne pas ressentir aussi notre petitesse et prendre le chemin de la conversion et de l'humilité au regard de l'immensité de l'amour de Dieu. Vivement que les fidèles célèbrent avec une foi authentique les événements de ce jour pascal afin d'être des témoins véritables du ressuscité au milieu de leurs frères et sœurs en humanité et des péripéties de la vie quotidienne.
Quelle est l'importance de cette célébration qu'est la messe chrismale? C'est le directeur de la communication de la conférence épiscopale qui nous donne l'explication, la signification. Je vous propose d'écouter le père Eric Okpeicha, propos recueillis Antoinette Sagbo et Fiacre Voiton. Avec la fête des rameaux, nous entrons dans la semaine sainte, qui est vraiment le condensé de tout le mystère chrétien. Et nous avons plusieurs événements, plusieurs célébrations qui vont meubler cette semaine sainte. C'est vraiment dense. Alors, entre le lundi et le mercredi saint, la plupart des diocèses célèbrent ce que nous appelons la messe chrismale. C'est une messe unique. Elle a lieu une fois l'an. Et c'est une messe au cours de laquelle tout le presbytérium, je veux dire tous les prêtres, vont entourer l'évêque. Et au cours de cette messe, les prêtres vont renouveler leurs promesses sacerdotales. Ils vont dire une fois encore, oui, je le veux. Oui, je veux servir l'Église. Oui, je veux servir Jésus-Christ. Dans cet état de vie-là. Donc, ils vont reprendre les promesses sacerdotales. Le deuxième temps fort de cette messe chrismale, c'est la bénédiction des huiles. Le Saint-Crème, l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Le Saint-Crème, c'est pour le baptême, pour la confirmation, pour l'ordination des prêtres et des évêques. C'est le Saint-Crème. Il y a l'huile des catéchumènes pour les étapes vers le baptême. Et il y a l'huile des malades. C'est vrai que le sacrement des malades se donne aussi à un chrétien qui communie. Voilà, qui communie. Donc, il y a la phase de la confession. Le malade peut demander, ou le mourant même peut demander à se confesser. Et puis, après cela, on lui donne cette onction, plus la communion. S'il est encore en état de prendre, parce qu'il y a des malades qui n'arrivent plus à ouvrir la bouche, il peut juste dire Amen avec la tête, mais il ne peut plus consommer le corps du Christ. Donc, l'onction, c'est à ce moment-là pour eux. Donc, voilà ce à quoi servent ces huiles-là, qui sont consacrées à la messe chrismale, qui, je le précise, peut avoir lieu lundi ou mardi ou mercredi. L'essentiel, c'est que ce soit proche du jeudi saint. Actualité en dehors du Bénin, c'est ce mercredi que les Égyptiens se rendent aux urnes pour la troisième et dernière journée de leur présidentielle. Ils ont le choix entre deux candidats dont le président sortant Abdel Fattah al-Sisi, grandissime favori. Le principal enjeu de cette élection reste le taux de participation. Ce taux était de 37% après 2 jours de scrutin en 2014, année de la dernière présidentielle. Les bureaux de vote sont devenus opérationnels dès 9h locales, 7h GMT, comme aux 2 premiers jours de ce scrutin de 2018. Résultat prévu pour le 2 avril prochain. Au milieu de sa propriété des environs du Cape, Marlise Jacobs inquiète la sécheresse historique qui frappe la deuxième ville d'Afrique du Sud à Ami et ses vignes au supplice et menace désormais de mettre en péril toute son activité. Je vous invite à suivre ce reportage. Eh bien, pour commencer, les raisins sont plus petits parce qu'ils contiennent moins d'eau. Certes, cela améliore la qualité dans une certaine mesure, mais ce n'est pas très durable de cultiver comme ça, parce que plus les raisins sont petits et moins votre rendement est élevé. On a donc une récolte plus petite et évidemment, quand on a une récolte plus petite, on a moins de vin à vendre. Le vin draine également son flot de touristes étrangers et avec lui ses 300 000 emplois induits. Alors, mieux vaut s'adapter. Et cela peut aller jusqu'à un changement profond dans la culture du raisin. Nous cherchons évidemment à obtenir des cépages de raisin capables de supporter la chaleur et la sécheresse. Les cépages espagnols sont très populaires, ainsi que les cépages italiens qui ne nécessitent pas autant d'eau. Je pense donc qu'il y aura un changement général, mais c'est très difficile parce que le marché ne connaît pas ou ne reconnaît pas vraiment ces vins. Les producteurs de fruits n'en sont pas moins inquiets. En 2016, la région fournissait à elle seule 20% du vin et 16% des jus de fruits consommés sur le continent africain. Dans une situation comme celle-ci, il est également très important de réduire les coûts. Parce que vous ne savez pas ce que l'année prochaine vous réserve. Donc il y aura un impact négatif sur l'utilisation de la main-d'œuvre. La menace d'une fermeture totale des robinets dans la région du Cap semble avoir été reportée à 2019. Mais contrairement aux particuliers, les professionnels avaient été jusqu'à présent épargnés par les limitations d'eau.
La question que tout le monde se pose est jusqu'à quand? Terminons cette édition par le Kenya. Le dernier rhinocéros mâle blanc du Nord est mort à l'âge de 45 ans, ne laissant plus en vie que 2 femelles de cette sous-espèce. Reportage. C'est ici qu'il vivait. Soudan, le dernier rhinocéros blanc mâle du Nord, est mort à l'âge de 45 ans à Olpejeta, une réserve kenyane à 200 km au nord de Nairobi. La mort de Soudan montre très clairement que si nous ne prenons pas soin de ce que nous avons, nous allons le perdre et perdre d'autres espèces en danger. Soudan était malade depuis quelques mois. Son état de santé s'est dégradé ces dernières semaines, ses muscles et ses os étant notamment affectés par le vieillissement. Les vétérinaires ont pris la douloureuse décision de l'euthanasier. La mort de Soudan montre très clairement que si nous ne prenons pas soin de ce que nous avons, nous allons le perdre et perdre d'autres espèces en danger. Quand Soudan est né en 1973 au Soudan du Sud, il y avait encore 700 rhinocéros blancs du Nord. À sa mort, il ne reste plus que 2 femelles en vie, toutes 2 incapables de se reproduire. Seules des avancées de la science pourraient sauver cette sous-espèce de l'extinction. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Eden TV.